merci d'être avec nous ce soir une fois de plus. C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour échanger sur la littérature, la culture et les traditions africaines et les diasporas africaines. Donc, ce soir, dans les conversations d'Iritisen, on reçoit Babacar Baïndak. Donc, il nous entretiendra sur La souris qui vole, un recueil de contes anciens et présents. C'est ça également l'occasion dans le lieu d'échanger sur la fonction du conte, dans la transmission du savoir et dans la construction de l'imaginaire chez l'enfant. Bon, Babacar, vous êtes professeur d'histoire et de géographie, artiste-conteur, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Bon, je sais que vous n'aimez pas qu'on mette cela en avant, mais malheureusement, on est bien obligé de dire qui vous êtes pour pouvoir mieux vous écouter. Donc, un maître de la parole, vous êtes du Cahors, de la grande famille des Djeli Wolof. Donc, vous avez parcouru notamment le Sénégal pour écouter les sages et recueillir leurs paroles que vous contribuez à transmettre à votre tour. Donc, vous êtes lauréat du prix Birago Diop du conte et président de l'association des conteurs du Sénégal et auteur de plusieurs ouvrages, donc Baïfal, l'éloge de la conviction et du travail en 2015, Baïlahat, le verbe de Touba 2016, et en ce qui concerne la littérature enfant, là je cite quelques ouvrages seulement. Il y a La danse de la pluie en 2015 et La souris qui vole 2017 dans sa version illustrée sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, sachant que vous êtes en ce moment même à plus de 150 km de Dakar où vous faites une retraite pour des prières annuelles que vous offrez à votre grand-père. Vous avez néanmoins tenu à nous accorder cette conversation. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie, M. Théam. Ouais. Je vous remercie surtout d'avoir édité mon ouvrage. Ouais, l'ouvrage, il est là, La souris qui vole. Un recueil de contes illustré par Alain Kogelé. Il y en a 14 contes qui portent chacun un message, chacun une idée qui est transmise à l'enfant. Donc, c'est pour des enfants à partir de 3-4 ans, on peut déjà lire aux enfants. Donc, alors, la conversation, ça se déroule généralement en 2 temps. Une première partie introductive je m'appuie sur le livre pour vous suggérer quelques questions sur la fonction du conteur et du conte, les personnages, les enseignements qu'on peut en tirer. Et cette introduction sera suivie d'un échange convivial avec toutes les personnes qui sont avec nous. Et donc, toutefois, si les participants, si vous avez des questions, vous avez le système de questions-réponses qui est ouvert, et ainsi que le chat, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Et ensuite, je prendrai les questions que je poserai à Babacar pour qu'il puisse nous donner des réponses avec plaisir. Donc, alors, le recueil, en fait, le recueil est paru en 2 temps. La première, on avait travaillé sur une première version avec du texte et en seconde version, on a publié celui-là avec des illustrations. Donc, des illustrations qui accompagnent chaque conte, sachant qu'il y a 14 contes. Il y a également, on a également fait un travail d'illustration autour de ce conte-là, de ce recueil, qui s'appelle La souris qui vole coloriage, qui permet aux enfants de poursuivre leur imaginaire. Bon, avant d'entrer dans le livre à proprement parler,
ce que je disais, comme je disais, en général, je pose des questions, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas me permettre de poser des questions. Monsieur Babaka Baindak, je vais vous laisser reprendre la parole puisque vous êtes le maître de la parole. Monsieur Piam, je vous remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir invité ces 14 contes, ces 14 récits qui développent une partie de notre imaginaire ouest africain. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, je descends d'une grande famille de griots. J'ai leur sang. Même si je suis allé à l'école, si je suis professeur, j'ai au moins leur sang. Mais je sais que je n'ai pas le talent. Le talent des Djali, des Guewel du chez nous, des griots d'hier. Non, je n'ai pas le talent. Mais nous avons leur sang. Cela veut dire que nous avons la racine du verbe, la racine de l'engagement qu'ils avaient. Nous avons cet engagement-là pour transmettre ce qu'il faut transmettre de tout ce qui est du passé. Parce que tout ce qui est du passé, tout n'est pas mauvais. Nous transportons ce qui est bon. Et c'est ça le sens de tradition. Tradérer, transférer. Mais transférer quoi? Ce qui est bien de notre passé et qui est éternel, qui peut être continué par les nouvelles générations. J'ai appris très tôt de beaucoup de sages et d'intellectuels sénégalais, comme ma sœur, la grande Aminata Sow Fall, l'écrivaine de talent, qui disait un jour, dans une assemblée très suivie au Sénégal, elle disait ceci, je la répète tout le temps, parce que j'aime cette parole-là. Le mythe enchante, l'épopée galvanise, Oui, la légende émerveille, oui, le conte éduque. Donc, ce qui m'a intéressé, moi, en tant que professeur, c'est surtout cette phrase, la valeur éducative du conte. Jean de La Fontaine disait que si la fable c'est pour les enfants, le conte est trop sérieux. Le conte c'est pour les adultes. C'est pourquoi je dis, je compte pour les enfants, je compte pour les jeunes, je compte pour ceux qui ont gardé l'enfance de leur enfance, qui ont gardé leur enfance. Voilà. Et le Sénégal est une patrie du conte, vous savez. oui, oui. Bientôt, nous avons eu des écrivains comme Birago Diop, dont on m'a donné le prix du conte l'année dernière. L'Association des écrivains du Sénégal a choisi de me décerner le prix Birago Diop du conte. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça ne fait pas le prix, mais c'est le nom qui accompagne le prix qui me plaisait. Oui. Birago Diop qui a été des contes d'Amadou Koumba. Vous voyez, cet homme-là, écrivain honnête, qui ne dit pas ses contes à lui, mais il dit que ce sont les contes d'Amadou Koumba que j'écris en français. Quelle honnêteté. Oui. Le contraire est comme ça. Quand on veut transmettre, il faut avoir des qualités d'homme, des qualités de générosité. Et c'est ça l'écrivain, c'est ça l'artiste. Et voilà, en tout cas, pour commencer, moi j'ai grandi entre le village et la ville. Oui. Je suis né en Gourane, à 150 km de Dakar, dans un village. Et dans le village, là, dans un petit hameau qui a beaucoup de tradition. Dans une famille où mon grand-père était un ténor de l'histoire et de la généalogie, mais qui n'est jamais allé à l'école. Il est allé à son école, lui. Et son école est chantée jusqu'à aujourd'hui. C'est l'école de l'oralité. Et il est allé aussi à l'école coranique. Bon, quand j'ai quitté le village, Oui. je suis venu m'installer avec ma famille, avec ma mère. À la mort de mon père, je suis venu à Dakar. J'étais jeune.
J'étais très jeune, j'étais à l'école élémentaire et j'ai fréquenté l'école Saint-Pierre, Julien Aymar, une institution catholique où je me suis formé avec des maîtres très très forts. Ensuite, je suis allé au lycée Blaise Diagne où j'ai eu le bac pour aller à l'université de Dakar où je me suis formé en histoire et en géographie avec des professeurs que tout le monde connaît aujourd'hui, les Abdoulaye Bathily, Ibader Thiam. Et très tôt, jeune étudiant, je me suis approché du grand Cheikh Anta Diop, qui est mon maître Oui. en matière d'histoire. Je me suis approché de lui à tous les niveaux, politiques et surtout intellectuels. De sorte que mes amis m'appelaient Toutankhamon, tellement j'aimais l'histoire de l'Égypte. Oui. Et voilà, c'est tout ça qui est en moi aujourd'hui. C'est tout ça qui me fait parler. C'est tout ça qui me fait écrire. Mon sang, les gens que j'ai rencontrés, ce que j'ai lu et ce que j'ai enseigné et ce que je sens être pour moi une mission. Voilà pourquoi, M. Théam et chers éditeurs, j'écris et je dis aujourd'hui. Merci, merci pour cette belle présentation détaillée. C'est vrai que la fonction du compteur et notamment, oui, surtout la fonction du compteur n'est pas souvent, est souvent présentée de manière un peu folklorique. On ne perçoit pas sa dimension éducative et sa dimension transmetteur du savoir. Aujourd'hui, comment vous définissez la fonction du compteur dans la société sénégalaise aujourd'hui et de manière générale, hein, pas seulement la société sénégalaise? Je ne sais pas si... alors, je crois que il n'a pas suivi ma question. Bon, alors juste le temps que il nous revienne, je pense que Babaka, il a perdu la connexion. Le temps qu'il nous revienne, je vous propose de partager avec vous quelques extraits de l'ouvrage. Alors, le recueil de contes, il y a 17 contes, donc 17 contes illustrés, et puis ces 17 contes sont chacun porteurs d'un message. Donc, un message sur, alors, quelques messages hein, que je peux vous partager avec vous. Je ne ferai ma vie durant que ce que je pense être la vérité. Je ne ferai que ce que je peux défendre. Donc ça, c'est un exemple de message qui accompagne le conte Aduna, la communauté des hommes. Vous avez également d'indic aller-retour. Donc, il ne faut plus aller mourir entre Casa et Barça, à Lampedusa. Tout est possible entre Touba, Bignona, Accra, Douala et Tana. Donc, là, c'est un message portant sur la question de l'immigration clandestine, qui fait également partie des thématiques qui sont abordées pour les plus petits dans ce recueil de contes. Voilà, il nous est revenu. Donc, alors, je lui demande de réactiver son micro. Donc, je vous propose d'être un peu plus indulgent hein, parce qu'il est en campagne. Il a néanmoins souhaité faire cette conversation avec nous. Donc, des problèmes techniques comme ça, on pourrait en avoir. Alors, merci d'être revenu, Babaka. La question était de savoir aujourd'hui quelle est la fonction du compteur, comment est perçu le compteur aujourd'hui dans la société sénégalaise, puisque très souvent il est présenté de manière folklorique. Bon, vous savez, le compteur n'est pas un saltimbanque. Le compteur est un intellectuel de l'oralité. Le conteur est un pédagogue. Il est loin des clichés qu'on donne au Sénégal, par exemple, quand on parle de conte. On dit lép.
Leb en Wolof, et Tindol en Pulaar, Taling en Manding. Donc, dans chaque ethnie, il y a un nom qu'on lui a donné. Oui. Les noms traditionnels là, les gens ont l'habitude de s'amuser avec, de façon à ce qu'ils présentent le contrôle comme un bouffon, comme un saltimbanque. Oui. Alors que nous, c'est pour cela qu'il y a 25 ans, nous avons commencé à travailler au Sénégal pour faire en sorte que les gens cessent de prendre le compteur, celui qui transmet le savoir, comme un bouffon, comme un saltimbanque. Et je pense qu'on a réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, l'association que nous dirigeons est installée sur le territoire du Sénégal. Et nous avons réussi à rassembler dans cette association aujourd'hui des professeurs de renom, des cinéastes de renom, des écrivains de renom, que les gens se respectent et dont les gens se respectent le travail. Et c'est comme ça que nous avons réussi à faire comprendre à tout le monde que le conte est sérieux, parce que c'est le conte dans le conte qu'il y a notre mémoire. L'imaginaire qui doit développer les pédagogies que nous devons faire à l'égard de nos enfants et de nos jeunes. Voilà. Oui, c'est très, très riche ce que vous dites. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des conteurs du Sénégal. Ce que je propose, c'est tout de suite de permettre à ceux qui veulent prendre la parole, je vois que ça va être la conversation, ça va être riche, permettre à ceux qui veulent prendre la parole, j'ouvre les micros pour ceux qui veulent prendre la parole, ça leur permettra éventuellement de vous adresser directement les questions, par participer, partager. Alors, dans le recueil La souris qui vole, on voit qu'il y a, pour chaque conte, il y en a 14, des personnages spécifiques et avec des traits particuliers. Alors, quel est le rôle du personnage? Comment le rôle du personnage dans un conte? Quelle est la place du personnage dans un conte? Et je pourrais éventuellement prolonger la question. Là, quels sont les types de personnages qu'on rencontre en général dans des contes? Chaque milieu, chaque société invente des mythes, travaille sur un imaginaire qui est propre à sa culture. Et cet imaginaire-là, et l'enseignement qu'on veut transmettre, on le fait porter par des personnages symboliques qui peuvent être des hommes, qui peuvent être des animaux, qui peuvent être des esprits, qui peuvent être des végétations. Tout peut être support du message du conte. Il y a des contes dans lesquels c'est un arbre qui parle aux hommes de la vérité. Il y a des contes dans lesquels ce sont des animaux, et surtout les animaux, pour les fables. Et surtout, chez nous, en Afrique, nous au Sénégal, c'est le lièvre qui nous a éduqués, nous. C'est le lièvre qui porte l'intelligence, la ruse, le savoir-faire social. C'est à lui qu'on demande de le dire et de le montrer dans les péripéties dans lesquelles on le met en action. C'est Bouki la hyène qui porte les tares de la société, les mauvais exemples, mais qui souvent est intelligent quand ça lui est favorable, quand ça lui est nécessaire. Voilà donc, en somme, à quoi en Côte d'Ivoire porte l'intelligence. Il y a, c'est l'araignée. En Europe, c'est le renard. En Asie, c'est certainement le tigre. Donc, chaque milieu a un porteur de message, un porteur du récit du conte. Et c'est ça qui est important. Ça permet de respecter la diversité et d'augmenter la qualité des messages qui viennent de toutes les cultures du monde, qui font la beauté du monde. Dans ce recueil, bien évidemment, il y a des contes anciens qui sont de la tradition
orales. Il y a également des comptes présents. Et Oui. je reviens à la nature du compte. On parle de compte et de compte initiatique. Quelle différenciation peut-on faire sur cette dénomination-là? Bon, il y a des comptes anciens, Ouais, des comptes contemporains, ouais. il y a des comptes de toutes les natures. Et chaque compte obéit à un traitement particulier, à une écriture particulière, selon les personnages, selon le message qu'on veut transmettre. Je dis, tous les comptes pour moi sont initiatiques, dans la mesure où chaque compte éduque, dans la mesure où chaque compte introduit une notion d'éducation, d'initiation à l'éducation traditionnelle. Parce qu'il ne faut pas que nous pensions que la modernité a changé quelque chose de notre tradition. Ce sont les belles traditions qui sont habillées aujourd'hui avec les costumes de notre époque. C'est tout. Oui, Chaque époque a ses costumes pour habiller son enseignement. Aujourd'hui, on ne peut pas raconter comment, de la manière qu'on racontait hier, tout à fait. Oui. avec les personnages d'hier. Comment voulez-vous qu'un garçon qui est né à Dakar, qui n'a jamais quitté Dakar, qu'on puisse lui raconter avec une histoire d'animaux qu'il n'a jamais vus? Le conteur peut utiliser des moyens nouveaux pour transférer le costume que portait la panthère à un animal que l'animal connaît. Il peut faire ça. Mais ce qui est magique dans le conte, c'est que le conteur est capable de rappeler à celui qui n'a jamais vu, de lui faire voir ce qu'il n'a jamais vu. Celui qui n'a jamais vu un ours, le conteur est capable de lui présenter un ours. C'est ça la magie du conte. On le voit très rapidement, hein, puisqu'il y a des contes qui traitent des problématiques actuelles comme les questions de lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement. Euh, une histoire qui s'est passée dans un pays qui s'appelle la Teranga. On peut aussi voir que des contes qui sont adaptés au contexte présent, tel que la question, comme je disais tout à l'heure en votre absence, la question de l'immigration clandestine. Donc, Oui. tous ces éléments-là sont portés et puis contextualisés en fonction de notre époque. Mais vous voyez, il y a le premier conte là qui s'appelle Conte pour compter. Tout à fait, oui. C'est le retour d'une grand-mère qui avait, avec son auteur, beaucoup d'affection, qui est décédé, mais qui est revenu en rêve, en veille, lui dire de le rencontrer, mais qui finalement n'est pas venu. Pourquoi? Quand elle est revenue à lui, elle lui a dit simplement que je ne pouvais pas rester. Les gens ont trop changé. Vous voyez, ça c'est un contemporain moderne qui est écrit selon un schéma moderne. Il y a le conte sur Alabatou. Tout à fait. Par exemple, Alabatou, dans l'ouvrage, le conte Alabatou parle de ces jeunes-là qui ont fait la circoncision ensemble Oui, et qui reviennent dans le village où ils ont fait cela pour reverdir le village, créer un bois villageois. Ils l'ont créé et quand les gens ont voulu couper ces arbres-là qui sont devenus grands, ils l'ont regretté. Voilà un conte qui parle de l'actualité, tout à de fait. la déforestation, des problèmes de climat, de végétation, de reboisement. Un autre conte parle de l'immigration. Tout à fait. Il est dans l'ouvrage. Je ne peux pas tout dire parce qu'il faut que les gens achètent le livre et le lisent. Tout à fait, tout à fait. Surtout le livre pour leurs enfants. Hein? Surtout le livre pour leurs enfants. Voilà.
qui le lisent pour leurs enfants. Mais il y a Mamadou et les petits oiseaux. C'est formidable. Il y a, il y a ce conte-là qui s'appelle Miel. Il y a Miel qui est un conte moderne. Tout à fait. Un récit très moderne qui parle des défauts et des qualités humaines pour lesquelles il faut en éduquer les enfants. Je crois que Mamadou et les petits oiseaux, moi j'aime bien ça, Mamadou et les petits oiseaux. Il m'arrive souvent de le raconter. Il y a également Ben, la miche. ce que je propose, c'est de partager un petit extrait avec les participants. Oui. Mamadou et le petit oiseau, je retrouve le compte rapidement. Alors, Mais la miche, j'aime bien la miche. J'aime bien la miche. Mamadou et le petit oiseau, page 61. Bon, Voilà. Voilà, je vous propose juste une brève lecture. Hein, c'est pas, les contes ne sont pas très longs, ce qui fait que ça captive l'attention de l'enfant tout de suite. Et ensuite, l'illustration, ça prolonge son imaginaire. Alors, j'ai lu le conte. D'accord. Mamadou et le petit oiseau. Voici une autre histoire. Mamadou était un chasseur, un bon chasseur. Un jour, il s'en alla dans la brousse, son fusil à la gibecière, son fusil et sa gibecière sur l'épaule. Ses dents lui démangeaient car il était resté plus d'une semaine sans manger de la viande. Mais ce jour-là, c'était comme si les animaux avaient ourdi un complot contre lui ou qu'ils avaient fait toutes leurs prières du matin, comme me le disait Mam Ami. Mamadou ne vit même pas une sauterelle. Alors, il s'est résolu à rentrer. C'est au détour du chemin qu'il vit un oisillon sur une branche. Il se dit, mieux vaut rentrer avec un petit oiseau que rien. Il visa. Alors l'oiseau lui dit, ne me tuez pas, monsieur le chasseur. Ne me tuez pas. Je suis petit. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Le chasseur lui répondit, je vais te tuer parce que je ne vais pas rentrer bredouille à la maison. Le chasseur le visa et lui cassa une aile, puis le ramassa et l'égorgea. Alors l'oisillon mort lui parla. Je suis l'unique fils de ma famille, monsieur le chasseur, ne me mangez pas. Le chasseur l'amena au village. Tout le monde sortit car personne n'avait jamais entendu ni vu un oiseau qui parle, à plus forte raison un oiseau mort. Il appela sa femme. Bintou, prépare l'oiseau. Bintou a fait l'œil, balbutia. Tu es fou, mon mari. Je ne préparerai pas un oiseau qui parle. Le chasseur prépara lui-même l'oiseau qui continuait à lui dire, ne me cuisinez pas, monsieur le chasseur. Je suis l'unique enfant de ma famille. Ne me cuisinez pas. Je vais te cuisiner et te manger. Alors il le rôtit et commença à manger quand l'oiseau reprit. Ne me mangez pas, monsieur le chasseur. Le chasseur le mangea, but une bonne écuelle d'eau et décida de faire une petite sieste pour digérer. C'est alors que l'oiseau sortit de son ventre qui explosa. Avant que le chasseur ne meure dans son lit, l'oiseau qui voltait dans le ciel lui dit, « Il existe des gens qu'il ne faut jamais ni chahuter ni blesser. Dans le petit, il y a du grand qu'il faut écouter. L'histoire se termine là. Le chasseur est mort, l'oiseau est vivant. » Donc voilà un peu l'enseignement, voilà l'enseignement du conte. Et cet enseignement est prolongé dans l'illustration que nous proposons pour les enfants afin de leur permettre d'aller plus loin dans le recueil. Donc voilà ce qui est proposé. Je sais que certains parmi vous ici ont déjà eu à consulter le recueil ou le cahier de coloriage. Voilà l'idée qui est portée par ce recueil-là. Alors, je rappelle que toutes les personnes qui sont présentes, tous les participants,
à n'importe quel moment, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole, poser des questions et participer à la conversation, car c'est une conversation ouverte et conviviale. Merci. Dans le petit, il y a du grand. Oui, Il faut faire attention aux petits. tout à fait, oui. C'est ça la leçon de ce contrat. Donc, alors, pour poursuivre dans la conversation, aujourd'hui, le conte, bon, on présentait, hein, en tout cas dans la préparation de cette conversation, on présentait le conte comme ayant pour fonction de transmettre le savoir et de participer à la construction de l'imaginaire chez l'enfant. Alors, dans le cas du recueil, comment est-ce que cet aspect est mis en avant? Comment est-ce que nous, par exemple, parents, qui le lisons avec notre enfant, comment nous pouvons participer à construire l'imaginaire de l'enfant avec ce conte-là, ce recueil? Mais les enfants, quand ils lisent un ouvrage, ils se font déjà une idée sur les paysages, sur les noms, sur les grandes images. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant construise lui-même son imaginaire à partir de la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que les parents l'aident à comprendre la fin, la finalité du conte, c'est-à-dire le message qu'il contient. À la fin de ce récit que vous venez de lire, que vous venez de dire, parce que vous avez été conteur. Bien sûr. Vous avez pris la place des conteurs parce que vous êtes conteur. Vous venez de compter Mamadou et les chasseurs. Oui. Enfin, tous les enfants doivent retenir ça. Dans le petit, il y a du grand. Je suis un petit, je suis un enfant, mais il y a du grand en moi qui va grandir et qui va faire l'homme que je dois devenir. Vous voyez? Et je crois que ça, c'est dans la chaleur du dire, c'est dans la construction des phrases, dans la diction du conteur. C'est pourquoi il n'est pas facile d'être conteur. Il n'est pas facile d'être conteur. J'ai compté un jour en Allemagne et je comptais en français. Quand j'ai terminé, un professeur d'université est venu me saluer respectueusement, m'a félicité, elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas chanté, tu n'as pas compté dans votre langue? J'ai dit, mais vous n'allez pas comprendre. Il a dit, non, c'est la chaleur des mots que nous comprenons. Alors, j'ai compris ce jour-là qu'il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire qu'on comprend, mais de la raconter d'une manière qui impressionne les gens. Et c'est ça aussi le conteur. Quand j'entends un Camerounais conter, mais c'est formidable. Le jour où je suis allé à Douala, j'ai entendu les gens dire Ingi Glaye, Wessé. Ingi Glaye, Wessé. Moi, c'était comme si je disais les bonnes et les gens me répondent les bonnes. C'est la même chose pour moi. C'est ça que j'entendais. Et le mot Ingi Glaye me rappelait énormément de choses de fantastiques, de magiques. Pour moi, une nouvelle langue. Un nouveau mot qui sonne très très bien. Et Wessé, qui me rappelle Wassa. C'est du doigt là, ça, je crois. Du doigt là, Wassa. Ça me rappelle Wassa. C'est terminé. Wessé, dit le public. Voyez. Donc, tout est important dans le conte. Surtout la façon dont on compte. Ce n'est pas souvent la langue. C'est la façon dont la langue est manipulée qui intéresse l'auditoire. Et surtout les enfants. Surtout eux. Mais il ne faut jamais oublier de tout mettre pour que l'auditeur, qu'il soit enfant, qu'il ait gardé son enfance, qu'il puisse garder le message. Garder le message dans un coffre très fort, un proverbe ou une façon de bien dire à la fin du conte. Et c'est ça qui est important pour moi.
Je crois que Eric souhaitait prendre la parole. Oui, c'est pour dire merci à notre frère Boubacar pour Merci ces beaucoup. interventions très enrichissantes. Merci. Moi, je vais faire un commentaire et puis continuer par une question. Nous savons que, comme voilà, le frère l'a bien dit, les vertus pédagogiques des contes se retrouvent dans leur forme. Par exemple, l'entrée dans l'imaginaire par les formules consacrées que nous connaissons. Il était une fois, il y a très longtemps, à l'époque où les bêtes parlaient. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, comment enrichir la trame narrative de ces contes-là et permettre aux griots des temps modernes, aux griots des papiers, de faire cette liaison des différents éléments du numérique et puis de l'imaginaire africain, par exemple. Moi, j'ai acheté Cendrillon, du moins Kumba, l'orpheline de Mamadou, du frère Mamadou Sam, que Théam a bien édité. Mais quand voilà, en disant ça à ma fille de 8 ans, elle dit, mais pourquoi c'est Cendrillon, non? En africain. Bon, comment faire comprendre aussi l'universalité de ces contes-là, de ces récits-là? Vous savez, oui, merci Eric. Merci Eric. S'il vous plaît? Je dis merci Eric. Je vous en prie. Vous savez que le conte est universel. Oui. C'est un genre universel. On compte dans tous les pays du monde, dans toutes les langues du monde, dans toutes les cultures du monde. C'est le discours seulement du conte qui change d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. J'ai dit tout à l'heure que chez nous, quand le conteur commence par les bonnes, le public lui répond les bonnes. Quand en français, on dit je compte, le public lui raconte ou compte. Chez les Douala, oui, j'ai entendu ça. Vous savez, chez nous, dans toutes les cultures, il y a une façon de dire les contes, d'entrer dans le conte, dans le jeu. Chez les Bambara, par exemple, le conteur commence par dire Sri, et le public répond Ndala. Sri, Ndala. Chez les Sérés, ils disent Andino ke Andin. Andino ke Andin. Le public répond Andin Kam. Vous allez en Martinique et dans les îles, les gens disent Sri. Non, c'est comment dire Yekra. Ah? Yekra. Cric, crac. Ouais. Cric, crac. Yemisi cric, yemisi crac. Vous voyez, je ne sais pas comment on dit ça en chinois, mais ça doit être beau. En arabe, ça doit être beau. Dans toutes les langues du monde, les conteurs s'arrangent pour récupérer des traditions comme ça, mais pour inventer aussi de nouvelles traditions d'entrer dans le conte. Moi, je n'entre pas dans tous mes contes de la même manière. Souvent, j'entre par une chanson. Eh, le dindingo, dinkelореbi, dindingfa, anyobina, fendamanka, sa teba, dunia hero. Vous voyez, je peux entrer comme ça dans mon compte, par un chant. Je peux entrer par un texte. Je peux entrer par un proverbe. Et ce proverbe-là peut me servir à le dérouler pour en faire le récit. Et c'est souvent ça. Quand le conteur introduit par une formule magique ou symbolique, après il déroule, comme si avec un proverbe, il déroule le cocon jusqu'à la fin où il dévoile le mystère qu'il y avait dans la coquille, qui est le conte.
Voilà, en fait, si je comprends bien la question que vous m'avez posée, si je comprends bien, bon, la réponse que je peux vous donner, Eric Beyala. Merci beaucoup. Merci bien, mon frère. Moi, je suis du Burkina Faso, je réside en Autriche. Voilà, et Ah, voilà. j'ai compté à Ouagadougou. J'ai été invité à Ouagadougou pour compter. Et j'ai rencontré beaucoup de compteurs que j'aime beaucoup, surtout les jeunes forgerons que je connais très bien. Et c'est un pays de compteurs. Il y a Daoudo Ouedrago qui est ici avec moi à Dakar, que j'ai introduit dans le milieu du compte, dans notre milieu. Et c'est un garçon que j'estime bien. Il est là au Sénégal, il travaille avec nous. Donc, Merci pour ce que vous faites. Voilà. alors, pour illustrer un peu ce que Waka disait, c'est si on prend par exemple Kapakoli l'unique, le conte commence ainsi. Voici C'est l'histoire. Tchapacholi. C'est Tchapacholi. Chapacholi l'unique. Voici l'histoire. Si on prend un autre, ça peut être hommage à Awa, donc à Awa Tchek Diouf. C'est comme ça qu'on commence le conte. On prend un autre, c'est Il était une fois Amoun Nafi. Voyez. Ouais. Donc, ça peut également être cette histoire est vraie. Et puis, on introduit le conte. Voilà. Donc, Donc, il y a deux façons d'entrer dans le compte. ouais. Je rappelle aussi que dans ce recueil de contes, il n'y a pas que des contes anciens. Non. Il y a des contes présents. Donc, oui. La moitié, c'est des comptes modernes. Tout à fait. Oui. Parce que le compteur, mais chaque compteur compte pour son temps, avec le langage de son temps, avec les réalités de son temps. Aujourd'hui, nous tous, nous devons compter sur l'immigration que j'ai compté dans le livre. Dans ce ouvrage-là, j'ai parlé de l'immigration. L'homme qui a fait le tour de l'Afrique et qui est fini par revenir chez lui, et pour comprendre qu'on va chercher loin ce que l'on a à ses pieds. Vous voyez? Tout à fait, tout à fait. Alors, pour revenir vraiment sur la tradition du conte, alors on a parlé, on s'est focalisé un peu sur le contenu du livre. Pour revenir sur la tradition du conte en Afrique, comment peut-on, à quel moment peut-on situer cette tradition en Afrique? Est-ce que dans le temps, à quel moment ça naît et comment ça arrive? Mais le premier conte est né au Paléolithique. Et c'est le récit d'un chasseur du Paléolithique. J'ai écrit ça. J'ai écrit ça dans ma nouvelle production qui devrait sortir très bientôt. Un ouvrage de 17 contes qui s'appelle Andinkam. Andinkam qui attend seulement la fin du Covid pour sortir. Andinkam. L'ouvrage s'appelle comme ça. Et dans Andinkam, il y a un conte comme ça. Un conte comme ça qui parle. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Vous m'entendez? D'accord, merci. Il y a donc des contes qui parlent de cette modernité et de tradition. Rappelez-moi la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Alors, donc ce qu'on peut voir également, vous en avez parlé un tout petit peu au début, c'est sur la nature, comment on va dire, universelle du conte. Est-ce qu'il y a des particularités qu'on peut identifier? Par exemple, est-ce qu'il y a un lien, comment on va dire, une unité culturelle en ce qui concerne la façon de transmettre le conte en Afrique? On voit par exemple que Kumba l'orpheline, ça peut être dit d'une autre manière et dit, par exemple, la cuillère cassée en Afrique centrale, mais qui transmet tout à fait le même message. Mais oui, vous savez, je commençais tout à l'heure par un conte qui va sortir bientôt et dans lequel je raconte
où le conte est né. Pour moi, l'historien, le conteur est né en Afrique de l'Est, où l'homme est né. Et le premier conte de l'histoire, c'est le récit d'un chasseur du Paléolithique, un homme des cavernes, qui le soir, il s'appelle Senghor, et sa femme s'appelle Sengal. Et le soir, quand il est revenu, autour du feu qu'il vient d'inventer, il rassemble ses 3 enfants autour du feu et il leur parle de sa journée de chasse, des animaux auxquels il faut faire attention, des bruits sourds de la forêt, du calme de l'eau, calme trop dangereux de l'eau. Il leur raconte un récit de chasseur. Moi, je dis souvent que le premier conte de l'histoire a été un récit de chasseur, un chasseur de Paléolithique qui parlait à ses enfants. Je l'ai appelé volontairement Senghor et sa femme Sengal. Voilà. Donc, tous les pays du monde comptent. Donc, le conte est universel. Il n'y a pas de conteur africain. Il n'y a pas de conteur français. Parce que les contes voyagent. Dans les contes, il y a les mêmes thématiques partout. C'est l'intelligence, la richesse de la puissance, l'ingéniosité, la lutte contre la paresse et les défauts, le développement des qualités humaines. Dans tous les pays du monde, on compte la même chose. C'est pourquoi tous les conteurs du monde sont les mêmes. Ce qui change, par contre, c'est l'habillage et c'est les manières de dire les contes. Quand vous entendez un Sud-Africain, un Zoulou raconter, vous savez que c'est un Africain qui raconte. Avec les images qu'il utilise, les mots qu'il utilise, dans les chansons qu'il utilise. C'est ça la seule différence. Mais nous sommes tous des conteurs du monde. Nous sommes tous conteurs. Nous comptons la même chose. Est-ce à dire que c'est plus nécessaire de dire conte africain? Si on veut. Mais le conteur est un conteur, pour moi. Oui. Le conte africain, c'est seulement la spécificité. C'est comme quand vous dites le français s'habille en costume occidental. L'Africain s'habille avec un costume africain. Mais ils parlent tous la même langue. Ok, très bien. Ils parlent tous la même langue. Ils portent des costumes différents, c'est tout. C'est la façon dont ils racontent qui peut différer. Mais ce qu'ils disent, la volonté qu'ils ont de dire, c'est à peu près la même chose. C'est la preuve aujourd'hui que des conteurs français ou canadiens, des conteurs étrangers, on les entend sur les scènes du conte dans le monde, raconter comme des Africains et jouer même des instruments d'Afrique. Vous vous rendez compte. Jouer la kora, jouer le tama. Hein? C'est formidable ça. Ben, la fonction du conte peut être... Est-ce que la fonction du conte peut être variée en fonction des lieux géographiques ou de l'espace culturel dans lequel on se trouve? Ah, bien sûr. Le conteur s'inspire des réalités de la localité dans laquelle il se trouve. Des animaux qui vivent, des plantes qui y vivent, des esprits et de la manière dont les gens pensent dans cette région. Si vous ne comprenez pas la façon dont les gens pensent, vous ne pourrez jamais leur raconter quelque chose qu'ils comprennent. Et ça, c'est important. Moi, quand je vais en Amérique, je raconte. Mais je suis obligé de tenir compte de la mentalité de l'Américain, de ses envies et de ses folies, sans pour autant dénaturer ce que je suis, le conteur que je suis, qui vient du Sénégal. Il y a des conteurs du Cameroun, des conteurs du Sénégal, des conteurs de France, des conteurs de Canadiens. Je préfère mieux ça que conteur africain. Je préfère conteur d'Afrique. Je préfère le mot conteur d'Europe au conteur d'Amérique. Je préfère ça, moi. Donc, je rappelle que Babaka Baidak est artiste-conteur. Il est président de l'Association des conteurs du Sénégal et
prix Birago Diouf du conte 2017. Et aujourd'hui, nous parlons autour du conte en s'appuyant sur ce recueil de 14 contes, La souris qui vole, recueil illustré par Alain Kogelé. Alors, la conversation tire à sa fin, donc en général, on fait 1 heure de temps. Là, on est à l'heure de conversation. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole. Oui. Alors, donc, Babacar, je vous laisse donc poursuivre. Oui, je prends les deux personnes là. Allez, allons-y. Non, pour l'instant, il n'y a personne qui souhaite prendre la parole. Sinon, je peux relancer quand même la conversation sur le conte comme support, comme source historique, en fait, comme source de l'étude de l'histoire en fonction de l'espace géographique dans lequel on se trouve, notamment en Afrique, où peu à peu, on est encore en train de retrouver la tradition de l'écriture perdue avec les contraintes historiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le conte peut être source pour reconstruire l'histoire? Mais Djibril Samsenian a tenté l'aventure et elle est très belle. Il est allé en Guinée recueillir la tradition orale d'un griot qui s'appelle Djeli Mamadou Kouyaté. Et il en a fait un ouvrage fantastique, Sundiata, l'épopée du Manding. C'est un grand récit, un récit des origines, un récit de l'organisation du peuple mandé et de sa dispersion en Afrique occidentale. Vous vous rendez compte, c'est fantastique. Je dis, les historiens savent très bien que pour comprendre l'histoire des peuples, il faut comprendre leur mythologie. Et c'est pour cela que tous ceux qui font ce qu'on appelle l'ethnogenèse, ils sont obligés de visiter les contes dans lesquels ont été gardés l'imaginaire, ont été gardés les magies, ont été gardés dans les fantastiques de tous les peuples d'Afrique. Et surtout, nos peuples qui sont d'oralité. C'est dans l'oralité qu'on a gardé l'histoire. Et c'est dans cette oralité, dans nos langues, que les gens doivent travailler surtout et travailler dans les contes qui véhiculent cette oralité-là. Je rappelle que c'est un travail que vous également, vous avez fait en parcourant le Sénégal pour écouter les sages et recueillir leurs paroles que vous nous transmettez, soit à travers des ouvrages d'histoire ou des ouvrages de contes que vous avez publiés jusqu'à présent. Vous savez, M. Théam, oui. Vous savez que dans une société de tradition orale, il faut rencontrer ceux qui ont gardé la tradition. Comme pour répéter la grande phrase d'Amadou Ampateba, en Afrique, quand un sage meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que ceux qui ont gardé dans l'oralité, l'oralité c'est un système verbal, c'est un système de conservation du passé. Et c'est la raison pour laquelle les griots avec cette fonction-là, cette fonction d'être les historiens de la tradition, les poètes, les conteurs, les archivistes, les gardiens des jugements, les médiateurs sociaux. C'est la raison pour laquelle le griot est très fort et respecté dans nos sociétés. Parce qu'une société ne confie pas sa parole à un homme qu'elle ne respecte pas. Ce n'est pas possible. Le griot jugeait de ça. C'est le griot de Sundiata. C'est le griot de Samori Touré. C'est le griot de Lat Dior. C'est le griot de tous les héros. Les griots qui ont gardé les histoires des familles, les histoires des villages, les histoires des royaumes, les histoires des sociétés. Mais ils les racontent. Ils racontent ces histoires-là dans des phrases très très jolies, dans des compositions magnifiques
qui allie le texte oral à la chanson et à la façon de dire bien. Et ça s'apprend. C'est un métier. Le conteur est un professionnel. Ça s'apprend. Et ça s'apprend surtout à côté de ceux qui ont gardé la façon de raconter. Il y a ceux qui écrivent les contes, ce sont des écrivains. Mais un écrivain peut être aussi un conteur. Dans mon cas, le conteur est aussi un écrivain. Voilà pourquoi j'ai une double mission, je crois. Dire et écrire. Et c'est à cela que je m'assujettis tout le temps. Et c'est pourquoi je vous ai proposé cet ouvrage que vous avez accepté de mon cœur de publier et d'en faire un ouvrage de référence par son caractère cartonné, solide. Moi, j'ai mon ouvrage ici avec moi. Oui. Je l'ai avec moi, devant moi comme ça. Et je suis en train de regarder la page 31, la page 30 dans laquelle il y a un récit que j'aime bien, la Miche. Vous vous rendez compte? Merci, M. Théam. Merci, Eric Béala qui est entré. Merci à vous tous qui veulent entrer. Je suis là. Je ne parle pas. Je peux rester avec vous autant que vous voulez. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir échanger comme ça avec vous. Donc, comme je disais, notre conversation s'acheminait vers sa fin. Je souhaite vous remercier d'avoir accepté d'être là. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de géographie, artiste-conteur, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et vous êtes du Cahors, de la grande famille des Djeli Wolof. Ça, je l'ai déjà dit et rappelé plusieurs fois. Vous avez parcouru le Sénégal et puis pour écouter et recueillir des paroles. Vous êtes notamment lauréat du prix Birago Diop du conte et président de l'Association des conteurs du Sénégal, auteur de plusieurs ouvrages dont Baïfal, Éloge de la conviction et du travail en 2015, Baïlahat, le verbe de Touba. Donc en littérature jeunesse, j'en cite deux, La danse de la pluie et puis La souris qui vole, en version illustrée, ce sur quoi nous avons échangé pendant cette heure-ci. J'ai sorti aussi une nouvelle édition africaine. Je ne voulais pas en parler parce que je voulais parler de ce que j'ai fait avec vous. Tout à fait. Aux nouvelles éditions africaines, j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Cal, sur la parenté à plaisanterie qui fonde nos sociétés. J'ai fait un ouvrage dessus qui s'appelle Cal en 2018. C'est déjà en libre depuis. Oui. Tout à fait. Cal. On ne manquera pas de le consulter. Peut-être préciser à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on peut le trouver ou comment ils peuvent pour pouvoir compléter leur collection sur vos publications. Cal, ça veut dire cousinage à plaisanterie, K-A-L, et ça fonde notre comment vouloir vivre ensemble. J'ai travaillé là-dessus pédagogiquement. C'est sorti par les nouvelles éditions africaines du Sénégal. C'est donc dans leur catalogue. Et c'est vendu ici au Sénégal. Okay. À un prix étudiant, à un prix élève. Moi, j'ai dit à mon éditeur, non, vendez ça à un prix élève pour que tous les enfants puissent l'acheter et puissent connaître la façon dont nous vivons et pourquoi nous sommes ensemble, malgré toute notre diversité. Je rappelle aussi que vous comptez et écrivez également, vous publiez également en Wolof, oui. Qui est l'une de vos langues de travail. Oui. Que la plupart de vos contes d'ailleurs sont d'abord écrits en Wolof avant d'être traduits en français. Voilà. Voilà. Ok. Et donc, je disais, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation, sachant que là, vous êtes à plus de 150 km de Dakar, où vous êtes en retraite pour une prière annuelle pour votre grand-père. Vous avez quand même pu accepter, vous avez accepté de participer à cette conversation, même étant à distance. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas avoir de vidéo à cause du réseau Internet.
Donc, je souhaite vraiment remercier les personnes qui sont avec nous, qui sont restées jusque maintenant. Merci à Christine, merci à Eric, merci à Gaylor, et puis à ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'association Irit Citizen. Donc, les conversations sont organisées par l'association Irit Citizen. C'est une association qui œuvre pour la promotion des arts littéraires et avec le soutien de TAM Édition. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, Babacar. Vous pouvez répéter avec moi, hein? Ça, c'est un sérieux. Et ça veut dire quoi, C'est une langue sérieuse que j'utilise souvent dans mes chansons pour dire que je suis Wolof du Sénégal, mais j'essaie de comprendre aussi les autres langues avec lesquelles j'habite pour essayer de transformer et de montrer ce qu'ils ont aussi de très beau. Anda macholi mawai, anda macholi mawai, anda macholi mawai, anda macholi mawai. Vous pouvez répéter? Anda macholi mawai. Anda macholi mawai. Anda macholi mawai. Anda macholi mawai. Non, non. Après, avec moi, on alterne. Anda macholi mawai. 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 En tout cas, merci Jeff Def, Botondi, merci Gaylor. C'est un plaisir d'avoir été avec vous. Et puis, alors je rappelle que la conversation a été enregistrée et puis je vous mettrai à disposition l'échange par un lien sur YouTube. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup.